Bonjour Victoire. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower. Merci beaucoup. Je suis ravie de te recevoir parce que là, on peut le dire, je n'ai jamais reçu de chocologue encore sur InPower. Bah écoute. C'est un terme et un métier qui me fascine. Les personnes qui écoutent cet épisode et ce podcast savent très certainement que j'adore le chocolat, vraiment depuis toujours. Et jamais à l'école, on m'a dit que j'aurais pu devenir chocologue. Donc j'ai hâte de savoir comment toi, tu t'es dit que tu pouvais le devenir. Donc la première question que je pose à tous mes invités, déjà, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Je m'appelle Victoire Finaz, j'ai 38 ans, je suis chocologue et maman de 2 enfants et grande sportive et passionnée par la vie. Ouais, c'est comme ça que tu te décris maintenant. Est-ce que comment les gens réagissent quand tu dis que t'es chocologue ? Ils se marrent, ils sont étonnés, ils trouvent ça génial parce qu'en effet, ils n'ont jamais entendu ça. Ouais. Et en fait, c'est un mot que j'ai créé assez rapidement pour essayer de décrire mon métier. En fait, c'est vrai qu'au départ, tu vois, quand j'ai pensé à ce mot chocologue, c'est parce que je commençais à animer des ateliers de dégustation de chocolat. Et j'étais encore étudiante. Et voilà. Et en fait, c'était une activité que je faisais un peu pour me marrer en parallèle de mes études, en me disant que j'allais après être dans les équipes marketing d'une société agroalimentaire. Et quelques années après, finalement, j'ai tout quitté pour vraiment me dédier à la voie du chocolat. Donc j'ai commencé à créer ma marque de chocolat et j'ai vraiment boosté mes animations. Et une personne me dit, mais du coup, c'est quoi votre métier ? Et j'ai dit, en fait, j'étais psychologue, j'adore le chocolat et je suis devenue chocologue. Et ce métier, l'art de la dégustation, je l'ai vraiment démarré aussi aux côtés d'œnologues et des personnes spécialisées dans le vin. Ouais. C'est très inspiré, tu vois, de l'œnologie. Et voilà, et en fait, je me suis dit, ça coule de sens, en tout cas pour moi, et j'espère que ça sera clair pour les autres. Ouais, parce que log, ça vient de... Logos, c'est la connaissance en grec. Ouais. Et après, choco, voilà, choco. Ça, je pense qu'a priori, tout le monde a compris. Bon, c'est hyper intéressant. On va en venir à comment tu t'es destiné un peu à cette carrière. Est-ce que quand t'as terminé, tu vois, ton lycée, tu t'es pas dit que t'allais forcément devenir chocologue ? Tu t'es dit que tu allais devenir psychologue. Donc quand est-ce que... Même pas. Ça, c'est venu vraiment sur le tard. C'est presque un hasard, en fait. Quand j'étais en terminale, je me souviens, je voulais faire du marketing. Et je voulais faire du marketing sensoriel. Parce qu'en fait, j'avais découvert assez rapidement que j'aimais stimuler mes sens. J'adorais le parfum. J'adorais l'art. Et voilà, les odeurs, tout ça. Et je me suis dit, si je mets... le marketing, c'est une science qui me plaisait parce que j'aimais l'idée de mettre en avant un produit et de le sublimer, d'en parler. Et en fait, quand j'étais en terminale, je me suis inscrite dans 2 voies, la prépa HEC, et j'ai postulé pour Psychoprate, qui est une école de psychologue. Et en fait, je me suis dit, tu vois, je vais peut-être essayer de passer par psycho pour faire du marketing sensoriel et pour aussi apporter un peu une spécificité dans une équipe marketing, tu vois, pour pas que tout le monde soit issu d'école de commerce. J'aimais avoir une formation un peu différente. Et en fait, ça s'est très inspiré de mon année à Londres, parce que tu vois, quand j'étais en terminale à Londres, les gens postulaient déjà en décembre pour plein d'universités, et c'était des universités finalement pour aller étudier une matière qui leur tenait à cœur, pas forcément pour faire un métier. C'est vrai que ça, c'est une spécificité hyper différente en France. C'est totalement différent, et moi j'aime l'idée, tu vois, d'aller creuser un sujet qui te plaît, et après de faire un métier. Différent peut-être, ou dans la même rubrique. À Londres, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les personnes font des études, après ils sont recrutés dans une société pour un métier, et la société prend en charge leur formation, se dit ok, ce profil m'intéresse, cette personnalité m'intéresse, et je mets en place un programme de formation qui va durer 15 jours, 1 mois. Alors qu'en France, si tu veux, t'es prise en stage si t'as déjà fait 3 stages dans la même rubrique, dans le même domaine. Et ça, si tu veux...
Ouais, bon. Ouais, ça me fait penser, je suis obligée de le placer à un statut que j'ai vu sur LinkedIn hier, que j'ai trouvé super drôle. Le mec disait « Bonjour à tous, sauf à ceux qui demandent aux stagiaires d'avoir de l'expérience. » C'est vrai qu'il y a un truc où tu sais, parfois tu cherches un stagiaire qui a déjà fait 3 stages, mais à un moment, il faut bien commencer quelque part, quoi. Donc, c'est ça. C'est vrai que là, en France, on n'est pas les plus ouverts d'esprit sur les personnalités, mais vraiment plus sur les compétences et les expériences pures et dures, quoi. Exactement. Et donc voilà, donc après un bac scientifique, je suis partie faire psycho parce que j'étais prise au concours. Tu vois, c'était ça aussi. Je me suis dit, bon, je vais voir si je suis prise. J'ai été prise et là, j'ai dit à mes parents, bah, je pars faire psycho. Je te raconte pas la tête de mon père. Tu vas faire quoi? Et j'ai dit, bah oui, voilà, l'école est super. Et en plus de ça, c'est pratique. C'est-à-dire qu'à partir, donc c'est une école en 5 ans, à partir de la 3e année, tu as des stages en alternance. Et moi, j'avais envie de bosser, voilà. Et puis, tu pouvais partir à l'étranger. Et j'aime le voyage, donc j'étais hyper motivée. Donc voilà, je fais psychoprate. Je fais plutôt mes stages en RH et en études marketing, tu vois, dans les instituts d'études, pour tout ce qui est tests de produits, les focus group, etc. Ouais. Donc là, on travaille avec différentes marques sur différentes problématiques, changer la couverture d'un magazine, valider une recette de crème glacée, enfin voilà, la texture d'une crème hydratante, etc. Et puis, après psycho, je suis partie donc faire un master de marketing à HEC, pour là vraiment avoir la carte un peu plus business et pouvoir postuler dans ces grands groupes qui me plaisaient tant à l'époque. Et c'est vrai que je rêvais de travailler pour Kraft Food qui est maintenant Mondelez, parce que c'était une boîte américaine, parce que j'adorais les catégories de produits qu'il y avait, c'était chocolat, biscuits, bon, ils ont aussi Philadelphia. Et voilà, donc en fait je voulais partir là-bas. C'est vrai que j'aimais l'idée de travailler dans un esprit un peu anglo-saxon, américain. Et là, du coup, c'était ta dernière année. Enfin, en fait, tu te dis quoi après cette année de master à HEC? Et donc, après cette année de master, donc, je vais faire mon stage chez Kraft. Ouais. Donc, d'ailleurs, je vais te raconter une anecdote. C'est que, donc, tu vois, j'avais quand même un parcours avec une idée assez cohérente dès le départ. J'arrive à HEC, je cherche un stage en marketing. Et là, j'étais avec une boîte RH par laquelle passait Kraft. Et je fais un entretien qui se passe plutôt pas mal et elle m'appelle, elle me dit écoutez, franchement vous avez un super profil, on voit que vous avez vraiment une grande sensibilité produit, mais voilà, vous n'avez pas d'expérience en marketing et vous ne correspondez pas du tout au profil type de Kraft. Et donc là elle me raccroche en disant ciao, bye bye. Et là, je dis, mais attends, elle n'a pas compris, en fait. Moi, c'est cette boîte, j'en rêve. Donc, je la rappelle, je dis, non, mais attendez, madame, là, bon, je lui explique tout mon programme, mon parcours, ma motivation, etc. Je dis, mais vous ne pouvez pas faire ça. Enfin, moi, j'en rêve, etc. Et en plus, je connais tous les produits que Kraft vend, etc. Je suis à fond. Bref, elle me dit, écoutez, c'est pas possible, au revoir. Ah ouais. Et là, elle me rappelle, genre 1 heure après, elle me dit, écoutez, j'étais quand même assez surprise par votre persévérance et ténacité. Donc, vous savez quoi? J'ai envie de vous donner une chance. Je vous mets dans les mains des équipes et vous verrez. Et puis finalement, j'ai eu le stage. Ah ouais. Comme quoi, faut pas lâcher l'affaire. Ouais, comme quoi, il faut pas lâcher. Ouais. Mais c'est vrai, tu vois, en France, comme je te disais, c'était pas qu'un a priori. Je l'ai vraiment vécu, ça. Ouais. Vraiment le côté, même si tu coches toutes les cases, juste parce que t'avais pas eu d'expérience dans le domaine, des portes auraient pu se fermer. Et du coup, ça s'est bien passé? T'as kiffé après le stage? Franchement, j'ai adoré. En plus de ça, je suis partie à Madrid. Ouais. Donc, autant te dire que c'était les 6 meilleurs mois de ma vie. Parce que, voilà, Madrid, c'est quand même une ville canon. L'ambiance chez Kraft était super. Il y avait plein de jeunes. On travaillait beaucoup. Mais, tu sais, quand je suis arrivée en juillet, c'était marrant. C'était les horaires espagnols. Donc, tu démarres à 8h, tu termines à 15h et après, tu pars. C'est vrai. Ouais. Donc, c'est pas du tout le même Donc, ça m'a permis de vie, d'apprendre l'espagnol. Parce que je parlais pas espagnol. Ouais. Et en fait, je me suis dit, OK, j'accepte ce challenge parce que j'ai pour projet de partir dans les plantations de cacao, parce que j'avais cette passion, si tu veux, du chocolat à côté. Et je me suis dit, c'est hyper important que je puisse vivre ma passion à fond. Et donc, du coup, j'étais intéressée par apprendre l'espagnol. Et donc, tu vois, j'ai pris mon assimile, je me suis inscrite à des cours et voilà, en 2 mois, je baragouinais, je me faisais comprendre. Ouais. Et t'avais toujours en tête, du coup, cette passion pour le chocolat où tu te disais que peut-être à un moment, t'allais pouvoir la relier avec ton métier, ou t'étais juste en mode, bon, je vais bosser dans des grosses boîtes et en parallèle, je vais essayer de continuer à faire vivre cette passion pour le chocolat, parce que on pense pas forcément parfois à associer passion et métier, soit par peur que ça n'en devienne du coup plus une, soit parce qu'on s'autorise même pas à le considérer.
Totalement. Alors, en fait, c'est amusant parce que tu vois, j'avais cette passion du chocolat depuis toujours. Vraiment, tu vois, j'étais Miss Cacao dans la famille. Donc, le chocolat, c'est ma vie. J'y avais jamais imaginé en faire un métier ou travailler dans le chocolat. Et en fait, tu vois, j'avais imaginé un métier, donc on parle plutôt de matière. Tu vois. Donc moi, je m'étais dit, ok, le marketing, parce que c'est ce qui correspond plus à mes compétences ou à ce que j'aime. Et donc je fais cette voie un peu rationnelle en me disant, ok, il faut que je fasse des bonnes études, etc., que je coche un peu les cases. Et puis, en fait, le chocolat, je l'ai toujours un peu cultivé en parallèle. C'est-à-dire que, comme j'adorais ça, déjà, j'en mangeais tout le temps. Et je me souviens quand je suis arrivée en psycho, je devais être en 3e année et une amie me dit « Ah, mais il faut que tu ailles au salon du chocolat ». Je dis « Ah oui, t'as raison, j'ai jamais été ». C'est absurde, des fois, donc j'y aille. Et là, je me suis dit « Attends, je vais pas y aller une journée, ça va me frustrer, il faut que j'y passe 5 jours ». Je sais pas pourquoi je me suis dit ça, tu vois. Et donc du coup, j'ai imprimé toute la liste des chocolatiers. J'étais appelée un par un et je dis « Bah voilà, je suis étudiante, je cherche un petit boulot, si vous avez envie que je vende votre chocolat, je suis là ». Et t'as un chocolatier, il m'a dit ok, je fais l'entretien de recrutement avec lui, il me dit ok, je te prends, il me faut juste une convention de stage. Et là je regarde, je dis ah putain merde, en fait je comptais sécher mes cours, donc comment je vais faire? Et je me suis dit ok, bon bah je vais voir, comme j'étais dans la junior entreprise de Psychoprate, je vais voir mon directeur que je connaissais un peu, et là je lui blablate un truc, ouais monsieur, je suis en train de déjà réfléchir à ma thèse, je vais le faire sur le chocolat, j'ai besoin d'étudier ma population, il y a le salon du chocolat la semaine prochaine, ça vous dérange pas que... Ouais, tu vas en cours quand même. Hein. J'ai dit oui, pas de souci, il m'a fini une convention. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant ce que tu dis et tu permets de nous faire réaliser aussi la chance que c'est d'avoir une convention de stage. Parce que je pense que c'est une chance dont on ne s'en rend pas assez compte quand on est étudiant. Mais en fait, il y a tellement de boîtes qui cherchent des stagiaires ou si jamais on est hyper intéressé pour découvrir une boîte, un secteur, en fait, quasiment toutes les boîtes sont OK pour prendre des stagiaires, même s'ils n'avaient pas prévu de poste en plus. Alors que pour freelance ou même CDD, CDI, là, s'il n'y a pas de poste, en fait, il n'y a pas de place. Alors que stagiaire, on peut toujours te trouver une place. Donc profitez des conventions de stage si vous en avez. Ça peut ouvrir des vocations, tu vois, parce que moi, ça a été le cas. Tu vois, quand je suis arrivée dans ce salon, je me sentais à ma place. C'est-à-dire qu'en fait, le chocolatier m'avait fait lire 2-3 choses sur le chocolat, le cacao, les origines, les arômes, et il était tellement passionné, et franchement, j'ai été piquée. Tu vois, là, je me suis dit, oh, mais c'est fascinant l'artisanat du chocolat. Je connaissais les barres chocolatées dans les supermarchés, mais je connaissais pas bien l'artisanat. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, un chocolatier, c'est un créateur. C'est un artiste, c'est un sensible, c'est quelqu'un qui veut nous transmettre quelque chose, une part de lui-même. Et cette fascination, tu vois, je l'ai vraiment gardée et je l'ai nourrie. Et donc, du coup, je suis restée 5 jours sur le salon. J'ai adoré. Et là, je me suis dit, ouais, je vais vraiment faire ma thèse, en fait, sur le chocolat. En fait, c'est pas une blague. Et j'ai décidé de faire ma thèse sur l'expertise en chocolat. C'est-à-dire, en fait, un expert en chocolat, s'il existe, déjà, est-ce qu'il existe un expert en chocolat? Et s'il existe, quelles sont les compétences qu'il acquiert par rapport à un novice et voilà. Qu'est-ce qui fait de lui un expert en chocolat, quoi? Voilà, qu'est-ce qui définit cette expertise? Et en fait, j'ai fait un protocole d'étude de 8 tablettes de chocolat, 4 de qualité, 4 de supermarché. Je les ai fait déguster à l'aveugle à différents chocolatiers, dégustateurs, experts, et puis à des copains, ma grand-mère, etc., en novice. Et en fait, il y a 2 grandes différences qui sont apparues dans cette thèse, dans cette étude. C'est que, 1, les experts utilisaient leurs 5 sens pour déguster de manière méthodique. Tu vois, je les ai interrogés un par un, ils avaient tous la même méthode. Et là, je me dis, ah ouais, en fait, il y a une méthode pour déguster le chocolat. Tu vois, c'est pas juste je croque et je discute et voilà, et je regarde la télé. Et ils avaient un vocabulaire beaucoup plus technique, beaucoup plus précis, beaucoup plus nuancié. Et quand ils dégustent un carré de chocolat, ils vont te parler de plantation de cacao, de fermentation des fèves, enfin des choses de fermentation de quoi. Enfin. Ouais. Et tu vois, et en fait, cette thèse, je l'ai faite en 2006. Et c'est pour ça qu'après, quand je suis allée à HEC et que j'ai appris l'espagnol, je suis partie tout de suite dans les plantations de cacao en 2008. Parce que je me suis dit, OK, déjà après ma thèse, tu as une experte qui a découvert toutes les marques à l'aveugle. Tu vois, les marques. Et là, je me suis dit, OK, je veux être comme elle. C'est-à-dire que je veux devenir une experte. Je veux identifier comme un œnologue qui va te parler d'un vin et qui va t'identifier le cépage, la région, l'année, etc. Donc, en fait, c'est-à-dire que cette femme, elle avait genre les yeux bandés, on lui faisait goûter une table de chocolat Nestlé, elle pouvait te dire, ça, c'est Nestlé. Elle n'avait pas les yeux bandés. D'accord. Mais j'avais mis des lettres. Ouais. Alors, oui, peut-être qu'elle a reconnu aussi le carreau. Ouais. Mais j'avais quand même retourné et en fait, elle m'a expliqué que chaque maison a une spécificité. Et que, enfin voilà, en fait, c'est hyper intéressant parce que vraiment,
Elle m'a expliqué avec des termes vraiment la différence, la spécificité de chaque maison en termes de texture, en termes de goût, en termes de longueur en bouche, en termes de défauts. Ouais. Tu as des défauts qui sont spécifiques à certaines maisons où le chocolat est un peu gras, où le chocolat est un peu métallique, ou tu vois, farineux, etc. Et voilà, et en fait, là, ça a été le début d'une aventure où je me suis dit, ok, j'ai ma vocation, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, je continuais cette voie avec Craft parce que je me suis dit, c'est la voie rationnelle. Et je vais monter une boîte pour faire mes ateliers de dégustation en parallèle. Et ça sera une petite boîte en parallèle d'un vrai métier. Ouais, en mode ton hobby, quoi. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, après ma thèse, j'ai commencé à animer des dégustations de chocolat. Ça marchait super bien. Je travaillais pour des agences événementielles. Comme je parlais anglais, je faisais tout ce qui était codir, etc., avec les étrangers qui venaient à Paris. Et je m'éclatais, en fait. Ouais. Alors, je suis obligée de t'arrêter pour te demander, parce que dit comme ça paraît très simple, mais j'imagine que dans les faits, ça l'est quand même moins. C'est-à-dire que tu te dis quoi au tout début ? Tu te dis, je vais... Qui est-ce que tu veux faire déguster ? Est-ce que t'as pas un petit syndrome de l'imposteur ? Est-ce que t'as des besoins financiers au début ? Enfin, tu vois, peut-être des personnes qui nous écoutent veulent aussi lancer des projets dans un autre domaine. Et c'est assez facile de voir les difficultés plutôt que de voir les opportunités ou en tout cas les solutions. Oui, je suis d'accord. Quand tu veux monter ta boîte, en général, t'as tous les freins, la peur, l'angoisse et les gens qui disent « mais t'es folle », etc. Moi, c'était pas le cas dans le sens où, si tu veux, c'était... En fait, j'ai même pas réfléchi parce que donc, je faisais mes études. Quand j'ai monté ma boîte, j'étais à HEC. Et en fait, j'avais déjà fait plusieurs dégustations et comme j'avais pas de boîte, je pouvais pas facturer. Donc j'avais demandé à maman, qui est expert en porcelaine, si elle pouvait facturer, prendre l'argent et me le reverser. Et en fait, au bout de 3 dégustations, elle m'a dit « Écoute, Vic, il faut que tu montes ta boîte parce que moi, mon expert comptable, il va pas être content de voir toutes ces factures de chocolat arriver. Donc, tu crées ta boîte. C'est tout simple. Tu déposes un SIRET, etc. C'était une boîte de conseil. Ouais. Tu vois, donc j'ai pas besoin d'investissement. J'ai mis 1 000 € de capital. J'ai fait ma boîte et en fait, je me suis dit que c'était tout simple, tu vois. Et en fait, donc je crée cette boîte-là. Et là arrivent tous les papiers, en effet, du URSSAF, du RSI et tout. T'es là, mais c'est quoi ces trucs ? Genre, je devais déjà payer des choses. Ah ouais, donc en fait, c'est pas une blague. C'est du sérieux. Et donc, c'est là, en fait, ça m'a motivée. Je me suis pris au jeu. Je me suis dit, OK, bah, tu sais quoi, cette petite boîte, il faut qu'elle tourne. Donc, du coup, je me suis fait un petit site internet, une plaquette. J'envoyais des mails aux copains des parents, en disant, voilà, si vous voulez faire une petite dégustation, sachez que les EVJF, etc. Et donc, j'ai démarré comme ça, tu vois. D'accord. Où tu t'es dit, je vais essayer de montrer que les ateliers de dégustation de chocolat peuvent être un événement pour des événements de particuliers ou des événements d'entreprise. Oui. C'était un peu un pari parce que moi, tu vois, je connaissais pas, tu vois, l'idée de... Pour moi, c'était un truc très expert, quoi. C'était en fait, ce qui dans m'a les aidé, salons. c'est que j'avais des clients. Tu sais, quand j'ai démarré mes ateliers, j'ai commencé à travailler pour des agences événementielles qui commençaient à me faire travailler tous les mois. D'accord. Donc, en fait, j'avais des clients réguliers et ces agences événementielles avaient différents clients. Donc, c'était ils proposaient mon atelier à plusieurs clients. Donc, ça a fait effet boule de neige. Et encore aujourd'hui, tu vois, mes animations ne cessent d'augmenter parce qu'en fait... il y a la notoriété, il y a le fait que les clients en parlent entre eux, il y a les agences, je m'inscris avec de plus en plus d'agences, donc tout ça fait un effet boule de neige. Et est-ce qu'au début, t'es allée toquer juste à la porte d'agences événementielles ? Comment ça s'est fait ? Parce que... La première fois, c'était une opportunité parce qu'en fait, j'ai remplacé une experte que j'avais interrogée. Okay. Donc, tu vois, elle m'a dit, écoute Victoire, je suis hyper embêtée, je pars dans les plantations de cacao, est-ce que tu veux bien me remplacer pour cette animation ? C'est avec telle agence, c'est pour un groupe de chez Renault, c'était un team building, il y avait 30 personnes, et t'as 2h30 d'animation. Alors, je t'avoue que je me suis dit, ok, j'ai eu un peu de pression, hein. Je peux te raconter ça si tu veux. Je me suis dit, ok, 2h30, qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter ? Et en fait, tu vois, j'avais fait cette thèse, j'avais appris énormément de choses sur le chocolat. Du coup, j'ai raconté plein de trucs. Tu vois. Et puis, je suis allée faire mon tour de Paris où je suis allée chercher des chocolats chez différents artisans. Et en fait, comme je les connaissais via le salon du chocolat, via la thèse, etc., je pouvais raconter aux gens, bah, tiens, lui, il travaille comme ci, comme ça, sa personnalité est comme ça, c'est pour ça que vous retrouvez ça en bouche. Donc, j'avais des petites anecdotes à raconter, si tu veux, sur chaque chocolatier. Et en fait, les 2h30 sont passées super vite. Je me suis éclatée. Et l'agence événementielle a eu des très bons retours. Elle m'a dit, écoute Victoire, ça te dérange pas si on te met sur notre anime, machin. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Ouais, tout part comme quoi il faut saisir les opportunités. Hein. Ça, c'est un message important à faire passer aussi. Parce que, tu vois, il faut oser. C'est vrai que, tu vois, j'étais sûrement pas à la hauteur, tu vois, la première animation, parce que j'avais 22 ans et que je connaissais rien.
Mais je connaissais quand même un peu, tu vois. Ouais. Et en fait, j'étais tellement passionnée que je pense que ça s'est vu et les gens ont été touchés par ça. Et voilà, et c'est vrai que c'est... Non, Ouais. il faut oser, il faut se faire confiance. Faut pas attendre d'être parfait, quoi. Sinon, on attendra toute la vie. Oui, bien sûr. Et puis, en fait, on se bonifie avec l'âge, avec l'expérience. C'est ça qui est bien aussi. C'est que, au contraire, les petites imperfections ou les petites erreurs nous permettent d'apprendre et d'être meilleurs. Donc, Ouais. faut pas avoir peur de ça. Et donc, à partir de là, tu commences à animer régulièrement. T'arrives à continuer à faire ça en parallèle de ton poste chez Craft? Bah non, parce que là, j'étais à Madrid, Ouais. chez Craft. Donc là, j'ai mis en stand-by. Et c'est un peu ça qui m'a titillée, tu vois. Je me suis dit, oh là là, ça me manque. Je fais plus mes animations. Alors, à Madrid, je faisais le tour de toutes les chocolateries. J'étais à fond, etc. Mais j'avais plus d'animation. Et j'avais quand même ma boîte. Ouais. Et puis, en fait, j'ai rencontré une boutique qui m'a vraiment inspirée, qui s'appelle Cacao Sampaka. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée dans cette boutique de chocolat, t'avais une musique jazzy. Tout était en libre service et les vendeuses étaient en t-shirt orange, hyper sympa. T'avais un bar au fond de la boutique où tu pouvais déguster un chocolat. Je me suis dit, mais ça, c'est génial. Parce qu'en fait, à Paris, quand tu veux manger du chocolat, en acheter, excuse-moi, soit tu vas dans un supermarché, soit tu vas chez un artisan. En général, tu arrives dans une belle boutique. Tout est hyper sophistiqué. Les nanas, elles ont un gant blanc. Elles te disent, vous voulez une ganache, tu sais même pas ce que c'est. Donc, en fait, t'es stressée. Et là, c'était l'opposé. C'était hyper cool. Et je me suis dit, tu vois, j'ai envie de créer ça. En fait, et ça m'a donné envie de créer un Sephora du chocolat. Mm. Et c'est marrant parce que tu vois, je parlais de parfum tout à l'heure. Le parfum, à l'époque, je parle du Sephora du chocolat, mais à l'époque, tu achetais ton parfum dans une petite parfumerie où, pareil, tu avais un comptoir, une fille te faisait un pchit sur un petit coupon que tu sentais et tu orientais, si tu veux, tes désirata à la conseillère. Et finalement, tu ne touchais pas le flacon de parfum tant que tu ne l'avais pas acheté. Et Sephora a totalement révolutionné cet accès au parfum et à l'expérience du parfum. Ouais. Et tu vois, j'avais envie de faire ça avec le chocolat. Et tu décides ce jour-là que c'était ta vision, quoi. Tu travailles après. En fait, ce jour-là, je me suis dit, il faut que j'apporte quelque chose à l'univers du chocolat. Je sais pas quoi, mais il faut que je vienne apporter ma personnalité, mon amour pour le chocolat. Oui, il faut que je révolutionne d'une manière ou d'une autre une des facettes de ce secteur. Mm. Alors, finalement, j'ai pas fait le Sephora du chocolat, mais j'ai créé une marque de chocolat. En fait, j'ai été comme un nez pour un parfumeur. J'ai conçu avec un chocolatier mes chocolats, en choisissant mes couvertures, mes ingrédients chez les producteurs, en faisant un brief au niveau plus sensoriel de la dégustation. Donc, je lui disais, par exemple, ma ganache tarte au citron, j'aimerais qu'elle soit vraiment crémeuse, qu'elle soit explosive en bouche, mais j'aimerais croquer, donc j'aimerais que ça soit un enrobage noir. Et voilà, on faisait une dizaine d'essais. Et on a élaboré comme ça toute une gamme que je vends avec les Carrés Victoire, qui sont des chocolats assez féminins. Ce sont des vraies expériences autour d'ingrédients qui évoquent pour moi un souvenir ou une émotion ou un voyage. Par exemple, tu vois, ma ganache feuille de menthe, c'est mes voyages à Fès, au Maroc, les feuilles de menthe qu'on te met dans le nez quand tu vas visiter une tannerie. Enfin, tu vois, c'est des anecdotes où cette ganache, c'est tout ça pour moi. La ganache poivre de Timur, c'est un poivre qui vient du Népal. Et en fait, c'est un poivre qui est fascinant parce que on croit que le poivre, ça pique. Et là, ce poivre, il est floral. Donc, tu le sens, ça sent la fleur blanche, tu vois, le jasmin. Et quand tu le croques, quand tu commences à l'émietter, il y a des notes d'agrumes qui apparaissent. Et donc, du coup, tu es sur quelque chose de super doux, de bergamote, de fleurs d'oranger. Et ouais, tu as des poivres comme ça qui sont incroyable. Et tu vois, ma ganache poivre de Timur, je l'adore. C'est-à-dire que c'est vraiment pour moi un petit bijou. Et j'adore justement faire découvrir ce poivre via ce chocolat. Tu vois, donc mes recettes, c'est aussi une façon de faire découvrir des ingrédients que j'ai dénichés ou qui m'ont touchée et que j'aimerais vraiment faire expérimenter aux autres. J'adore parce que le nombre de personnes qui vont avoir faim à l'écoute de cet épisode, sorry, not sorry, il faut le décrire pour que vous puissiez le vivre aussi par procuration. Mais c'est fascinant et j'ai toujours un peu les questions qui me viennent très pratico-pratiques, mais je me dis mais tu vas taper à la porte de qui quoi quand tu veux lancer tes chocolats, tu vois, est-ce que tu connaissais est-ce que c'est des laboratoires, est-ce que c'est comment ça se passe, tu vois, est-ce qu'ils croient en toi, t'es jeune à l'époque, tu vois, c'est encore une fois ces barrières qu'on peut se mettre avant même d'essayer au final. Oui, t'as raison. Bah écoute, tu sais, dans mes chocolate tours que je faisais pour mes ateliers de dégustation, ouais.
j'étais rentrée chez Fauchon et en fait, j'avais dégusté des chocolats et bon, t'avais des trucs qui me plaisaient moins, mais la technique, le bonbon, la texture, la forme, j'avais trouvé ça top. Et je me suis dit, mais je savais très bien que c'était pas Fauchon qui fabriquait. Je me suis dit, mais qui se cache derrière? Donc j'ai fait mon enquête et je découvre que c'est un chocolatier qui s'appelle Daniel Mercier, qui est à Bogie. Tu vois pas où c'est Bogie? Désolée, sorry Daniel, je ne sais pas où c'est. C'est normal, c'est au milieu de champs de colza, c'est près de Bourges. D'accord. Et là, si tu veux, j'appelle, je prends rendez-vous et je débarque avec ma voiture. Et là, je te jure, la tête de Daniel qui se dit, mais c'est qui cette fille qui arrive chez moi? Et en fait, on a discuté et je crois qu'il y a eu vraiment un coup de cœur. Tu vois, aujourd'hui, c'est devenu, tu vois, on travaille ensemble depuis 15 ans, donc c'est devenu mon papa du chocolat. On est très, très proches, très liés. Mais à l'époque, ouais, il me regardait en disant, mais d'où elle vient et qu'est-ce qu'elle veut? Et en fait, il a été touché par mon projet parce que je lui dis, mais tu vois, j'aimerais créer une marque comme ça accessible, j'aimerais que ça soit pédagogique, j'aimerais que les personnes comprennent ce qu'ils dégustent, j'aimerais que ça soit facile. Et c'est là où j'ai créé mon nuancier. D'accord. Mon coffret qui se déploie comme un éventail parce qu'en fait j'avais envie de guider les personnes dans la dégustation, de décrire chaque recette parce que j'ai envie que tu choisisses ton chocolat dont tu as envie à ce moment précis. J'ai pas envie que tu déplies un espèce de feuillet, que tu tournes dans tous les sens en mode mais attends, et là il y a 3 carrés, non là il y a un triangle, c'est quel chocolat, tu sais? On l'a tous fait, je l'ai toujours fait pour rechercher les pralinés. Où tu retournes la boîte. On laissait toujours les mêmes, ceux à la liqueur. Voilà, exactement. C'était les derniers de la boîte. Donc voilà, chez moi, il n'y a pas de chocolat à liqueur, tout à fait. Et donc voilà, donc, tu vois, c'était vraiment la volonté de créer une marque qui vient démocratiser ce goût pour le bon chocolat. C'est incroyable. Et Daniel, écoute, je l'ai vu 3 fois et après il m'a dit, écoute Victoire, j'adore ton projet, j'adore la personne, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Feuille blanche. Et là, je suis avec ma petite présentation PowerPoint. Alors, je dis, ganache tarte au citron. Et hop, j'ai défilé, tu vois, mais j'ai développé 20 recettes au départ. D'accord. Et là, j'en crée 4 par an. Ouais. Ça peut être des éphémères, ça peut être des recettes que je mets dans mes nuanciers, il y en a que je sors, enfin bref. Il y en a où c'est événementiel, et puis il y a aussi des recettes que je crée pour des marques. Ouais. Parce que je travaille aussi beaucoup pour des parfumeurs, ouais. et comme Guerlain, Clarins, et en fait, j'ai développé des recettes, par exemple, pour exprimer la guerlinade. Ça, c'était un joli projet. C'était en fait un séminaire RH, et la personne m'avait vue dans une autre animation, elle travaillait pour des hôtels à l'époque, elle arrive chez Guerlain, DRH, et elle doit faire un grand séminaire au bout de 6 mois pour présenter sa stratégie. Donc tu vois, le truc un peu sérieux pour elle. Et elle dit à son assistante, appelle Victoire Funès, j'aimerais qu'elle termine ce séminaire avec une dégustation de chocolat. Et moi, je lui dis, ok, je fais une dégustation de chocolat, mais j'ai envie de faire quelque chose de personnalisé pour vous, pour Guerlain, pour donner du sens. Je voudrais que les personnes qui dégustent ces chocolats, ils aient des émotions, en fait, après ce séminaire. Et donc, du coup, on commence à discuter. Et elle me dit, la guerlinade apparaît dans notre discussion. Et là, elle me dit, c'est 6 bases. Il y a la vanille, la bergamote, l'iris, la rose, la fève tonka et le jasmin. Et j'avais tous ces chocolats. J'avais déjà créé des chocolats à la fleur, donc j'avais pas mal de chocolats, sauf l'iris. Et moi, je lui dis, écoutez, on va développer iris pour vous. Et on va faire déguster ces chocolats à l'aveugle. Parce qu'ils étaient par table, et il y avait un peu un concours. Et celui qui trouve la guerlinade aura gagné. Et je te promets, ça a marché. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé à faire déguster à l'aveugle un chocolat, 2 chocolats. Et au bout du 3e, t'as des personnes qui commencent à discuter et tout. Et 4e, ça y est, tout le monde s'est levé. Enfin, une table en disant la guerlinade et tout. Donc ça a mis une ambiance géniale, tu vois, qui a vraiment fédéré autour des valeurs de Guerlain, des produits phares. Et ensuite de ça, elle voulait offrir un cadeau. Et je lui ai dit non, on va pas faire le nuancier, tu vois, même si c'est un très bel objet. Et là, je regardais un peu dans son bureau et tout, je vois des rouges à lèvres, je vois des crèmes, et là, je vois les météorites. Je dis, mais attendez, les météorites, moi j'ai des petites truffes croustillantes en chocolat blanc, je vais vous les teinter en pailleté rose, bleu, blanc, jaune, etc. Et on va les mettre dans vos boîtes météorites. Et donc du coup, on offre à chacun, je crois qu'il y avait 2 garçons, 2 hommes dans la salle à ce moment-là, ils étaient 30. Donc on offre à chacun leur cadeau. Et là, je te jure, le waouh général. C'est-à-dire que vraiment, les gens vont waouh, et donc voilà.
Et je sais que pour elle, ça a été du coup, tu vois, un succès et elle était hyper contente de tous les petits efforts que j'ai fait dans l'ombre parce que, évidemment, c'était elle. Mais c'est ça que j'essaye de faire. C'est que pour mes clients aujourd'hui, tu vois, à travers ma marque, j'essaye, ou même à travers mes animations, j'essaye toujours de personnaliser ou de créer quelque chose qui va donner du sens. Parce que ça touche le cœur, ça touche les sens, ça touche les émotions, et on l'oublie jamais. Et les gens, ils rentrent, ils racontent l'histoire, ils l'oublient pas, et ça crée des émotions positives. Ouais, mais c'est un super enseignement que tu partages, où parfois... On a tendance à vachement se prendre la tête, à se soucier énormément de ne pas être assez bon, assez brillant, assez sérieux. Et en fait, on oublie qu'en face de nous, il y aura toujours un humain et qu'on est tous régis par des émotions. Et donc, en fait, le seul enjeu vraiment, c'est d'arriver à toucher les gens. Oui, bien sûr. Et donc, au final, de se mettre à leur place. Moi, c'est mon métier aujourd'hui. Tu t'es sûrement dit, qu'est-ce que moi, j'aurais aimé découvrir, aimé voir, qu'est-ce qui m'aurait touché. Et je pense que c'est une question qu'on se pose pas assez dans le travail, parce qu'on voit plus le côté académique, théorique, et on en oublie que à chaque fois, même pour une presse PowerPoint, tu vois, c'est des humains derrière, quoi. Mais bien sûr. Et tu as réussi vraiment à associer au final tes différentes passions, du marketing, de la psychologie et du chocolat. Donc ça, c'est vrai que c'est assez beau. Et je trouve que ça prouve qu'aujourd'hui, on est quand même dans une génération où on peut se créer un peu des métiers sur mesure. Tu vois, ton métier, il n'existait pas, quoi. Oui, il n'existait pas, et j'en suis sûre, et de plus en plus, parce que je trouve que justement, cette ouverture d'esprit dont on parlait au départ est de plus en plus présente en France, parce qu'ils sont obligés. Ils sont obligés. Moi, je vois la génération qui arrive, c'est des créatifs, c'est des gens qui... On les manage plus comme avant, Ouais, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin de faire... Enfin, moi, je me souviens, quand je faisais des stages... à l'époque, mes premiers stages, j'étais pas soumise, tu vois, mais je me mettais dans le modèle et j'étais là pour apprendre et je me taisais, etc. Tu lissais tes aspérités, quoi. Exactement, je lissais je ne pensais même pas à ça. Je pensais même pas à ça, tu vois. Je faisais parce qu'il fallait faire. Et là, je vois la nouvelle génération ont des aspérités, des envies, c'est une génération très cultivée, grâce au net, etc., très stimulée. Et je trouve que c'est très positif pour justement la créativité. Et je t'avoue que les anciens sont un peu bousculés, mais c'est bien. Et il y en a plein qui adorent aussi être bousculés. Il faut rester jeune, il faut rester ouvert. Et il faut se dire aussi que tout est possible. En fait, c'est ça aussi le message, c'est que quand on a une envie, quand on a quelque chose qui nous plaît, quand on a un talent, il faut absolument le développer. Je pense que c'est un devoir de développer nos talents. Ouais. Et c'est important, tu vois, de réfléchir à qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qu'on aime faire, mais tôt. De pas s'engouffrer dans une voie académique parce qu'il faut cocher une case ou avoir des études. Évidemment que c'est important. Moi, je conseille à tout le monde de faire des études et j'encourage les bourses, etc. Il faut vraiment... Les études, c'est l'éducation, ça ouvre des portes. Ça, il n'y a pas de secret. Mais quand bien même, voilà, on fait ce parcours, il faut quand même se poser les questions. Est-ce que ça me fait plaisir ? Est-ce que ça me nourrit ? Est-ce que ça vient stimuler mes talents, ma personnalité ? Est-ce que je suis heureuse dans ça ? Ouais. Et ça, c'est des questions qu'il faut se poser assez tôt, tu vois. Sinon, on se fait une crise de la quarantaine, de la cinquantaine. Ouais. Non, mais c'est clair, parce que du coup, j'ai pas mesuré un peu la temporalité. Toi, quand est-ce que tu commences à te mettre à 100% sur les carrés victoires ? En 2009, donc 3 ans après ma thèse. Donc t'avais 26... 25, ouais. Ouais, 25 ans. 26, ouais. Et donc à partir de ce moment-là, tu crées ton entreprise et tu ne l'as pas quittée depuis, du coup. Non. Et donc c'est vrai qu'à 25-26, je me suis dit, ok, je vais quitter Craft, qui m'embauchait d'ailleurs à l'époque. Je vais quitter Craft, je reviens à Paris, parce que j'étais à Madrid, et je me dis, ok, je me lance à 100% dedans. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai créé ma première marque de chocolat, qui s'appelait à l'époque Abanico, avec 2 associés, qui étaient des personnes issues du milieu du chocolat et de l'industrie. Et ça m'a énormément aidée parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont cru à mon projet, qui trouvaient que c'était vraiment intéressant. D'abord le Sephora du chocolat, puis ça a évolué sur une boutique en ligne. Et donc du coup, ils s'est intéressés aussi sur le fait de lancer une marque de chocolat sur Internet, tu vois. Et ça m'a aidée parce que déjà, je suis partie avec des fonds. Je suis partie avec une équipe, parce qu'on a recruté tout de suite une personne de chez Aquarelle, à l'époque, Caroline, et avec qui j'ai monté la boîte. On a eu une stagiaire, puis l'équipe a un peu grossi. Et voilà, ça a été 4 ans
4 ans et demi d'aventure entrepreneuriale, du coup, avec ses associés très, très intense. Ça a été aussi 4 ans où j'ai été dévolue à la boîte. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été que ça pendant 4 ans. Enfin, clairement, je me suis coupée de beaucoup, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'était pas évident parce que tu vois, j'avais 25 ans et les personnes comprennent pas forcément autour de toi pourquoi tu t'es jamais dispo, pourquoi tu annules un dîner, pourquoi... Parce qu'en fait, quand on entreprend, il y a tellement de choses à faire. C'est infini. Tu te couches avec une to-do list énorme, t'as mal à la tête. Et moi, je me souviens, je me couchais, je notais mes to-do, je me levais à 7h, je fonçais au bureau, je terminais à minuit. Ou sinon, j'arrivais à 22h moins le quart au Carrefour Market avant que ça ferme pour m'acheter un truc. Enfin, et en fait, ça, tu le racontes même pas parce que c'est pas une question de victimisation, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu entreprends, t'as rien sans rien. Et il faut quand même se donner énormément. Je le regrette pas, mais ça a été douloureux physiquement. Tu vois, c'est quand même un marathon. En fait, j'en suis sortie un peu épuisée et même un peu perdue. Parce que du coup, je vais te raconter pourquoi j'en suis sortie. C'est qu'au bout de 4 ans, le site internet marchait mal et on avait un modèle pure player. Et ce qui marchait bien, c'était le B2B que je fais aujourd'hui. Sauf que voilà, c'était une société où tout était basé en pure player, tous nos frais de structure, les salariés étaient pure player, etc. Et en fait, ça marchait pas, tu vois, l'Internet. L'Internet, c'était la mode des deals, des groupons, des machins, c'était la promo. Tu vendais pas des chocolats haut de gamme inconnus sur Internet. Et donc, du coup, j'ai eu beaucoup de mal. Même si je faisais du chiffre d'affaires par ailleurs, mais c'était pas le modèle, tu vois. Avec le B2B, les animations. Et donc, du coup, on a dû fermer la société. Et donc là, ça a été une décision de mes 2 associés en disant, voilà, on remet pas d'argent, on ferme la société. Et j'ai eu 6 mois pour fermer. Mais quand je te dis fermer, c'est-à-dire que tu vois, j'étais dans mon bureau à Saint-Augustin et pendant 6 mois, je devais tout liquider, faire disparaître toutes les choses du bureau. Donc j'ai vendu les bureaux, les tables, les téléphones, les chaises, tout ce qui était dans le bureau. Ça n'a pas dû être 6 mois facile, hein. Donc, donc c'était 6 mois où t'as le temps un peu de réfléchir et encore. Ouais. Mais je trouve ça bien qu'on en parle parce que tu vois, peut-être que jusqu'ici, les personnes se sont dit en écoutant le podcast, elle a eu trop de chance, tu vois. Et en fait, tu montres que même si aujourd'hui, t'es très content de là où t'es et ça marche très bien, c'est venu de périodes difficiles et même de fermeture d'entreprise pour au final te concentrer sur une seule partie de ton business. Et faut être ouvert à ça, quoi. Ouais, et tu t'as pas abandonné à ce moment-là, quoi. Il faut accepter. Quand t'es entrepreneur, il faut quand même avoir une capacité de remise en question qui est hyper importante parce que sinon tu vas dans le mur. Ouais. Et la remise en question d'un business ou d'un projet n'est pas une remise en question forcément personnelle, tu vois ce que je veux dire. Donc il ne faut pas se détruire ou en tout cas sortir cassé. C'est juste que parfois le modèle ne marche pas, la cible n'est pas là, c'est pas les bons clients, c'est pas le bon secteur, c'est pas le bon canal de distribution, c'est pas le bon marketing, le bon packaging. Enfin, il y a 1000 raisons pour que ça marche pas. Donc en tous les cas, il faut le réaliser et en prendre conscience. Et après, moi c'est vrai que le modèle Internet, je n'étais pas non plus très à l'aise avec. Et d'un commun accord, on a fermé la société avec mes associés. Et puis, ils m'ont laissé partir avec ma boîte de conseil. Parce qu'en fait, j'avais ma boîte de conseil à côté. Donc, c'était 2 boîtes différentes. Hein. Ouais. Donc, j'ai continué ma boîte de conseil avec mes animations. Et ils m'ont dit, si tu veux récupérer l'activité B2B, tu peux, évidemment. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas ? Bon. N'empêche que là, à l'époque, j'avais quand même 6 mois pour fermer. Donc je ferme. Donc là, je t'avoue que voilà, c'est pas évident parce que déjà, j'avais une équipe, j'ai recasé tout le monde ailleurs. Ouais. Tu te bats pendant 4 ans pour te faire connaître, pour faire connaître tes chocolats. Le nombre de soirées que j'ai fait, où je suis venue, je suis restée des heures debout à faire déguster mes chocolats pour me faire connaître. Et là, en fait, tout doit disparaître, tu vois. Et c'est dur. C'est hyper dur parce que toute l'énergie que tu as investie, en fait, déjà, j'avais plus d'énergie parce que, comme je te disais, j'étais hyper fatiguée. Et en plus de ça, c'est un peu triste ce qui se passe, tu vois. Ouais. Et donc voilà, mais écoute, j'ai été très bien soutenue par mes proches et tout, donc j'en suis sortie. Mais j'ai eu quand même une année de flottement où je me suis dit, ok, est-ce que je re-signe pour de l'entrepreneuriat avec toute la douleur que ça demande, que ça requiert. Le pacte avec le diable. Ou est-ce que, allez, on arrête de déconner, je me prends un contrat dans une société, et on est sage, j'ai un salaire tranquillou, et j'ai une vie normale, et je rentre pour dîner le soir à 8h, etc. Et en fait, je suis allée voir une RH, où je lui ai donné mon CV en disant, voilà, il me faut un boulot. Et voilà, j'étais un peu paumée. Et cette RH, donc Chantal Baudron,
qui est une grande spécialiste dans les domaines des RH à Paris. M'a reçue et m'a dit, écoute Victoire, au bout d'une heure, tu vois, elle m'a entendu parler de tout mon parcours. Je veux bien te trouver un boulot, mais je pense que tu vas te faire chier. Bon. Elle me dit, écoute, tu ne soupçonnes pas encore tout ce que tu as appris. En fait, tu n'imagines pas tout le trésor que tu as dans les mains. Entreprendre, c'est difficile. Ces 4 ans ont été dingues. Et puis 5 ans avec l'année d'avant de préparation de lancement, tu vois. Donc c'était 5 ans très, très intenses. Je comprends que tu sois totalement paumé. Sephora du chocolat, le pure player sur Internet, le B2B, mais bon, t'as pas le temps. Donc moi, ce que je te conseille, c'est que t'as 30 ans. Donc à l'époque, j'avais 30 ans, tu vois, quand j'ai fermé la boîte. T'as 30 ans, t'as des super clients, t'as un super produit, t'as un réseau. Maintenant, tu es focus. Et tu vas faire du B2B parce que c'est une voie qui, la preuve dans ton business marche, c'est juste que le modèle Internet ne marchait pas. Donc tu vas développer ça et tu restes focus. Et tu te dis, ok, je ne veux plus accepter de parasites dans ma vie entrepreneuriale qui m'empêchent de réaliser cet objectif et je veux gagner de l'argent, donc ça va marcher. Et en fait, elle m'a dit ça et je me suis dit, ok, je suis partie de chez elle, je te promets, elle m'a remonté comme un automate, je suis descendue comme un petit soldat de ces 6 étages, tu vois. Là, je me dis, ok, j'arrive chez moi, je sais exactement ce qu'il faut faire. Et là, j'ai redéployé mon catalogue, mes nuanciers, etc. Et j'ai relancé la boîte. Et bien sûr que là, j'étais sans filet, parce que comme j'ai entrepris avec des associés, j'avais un salaire. Ouais, ouais. Là, je me suis retrouvée sans chômage, donc voilà, sans rien. En mode, ok, je vais créer une boîte sans rien. Sans fond, sans tu vois, ouais. Bon, j'avais ma boîte de conseil qui marchait bien, tu vois, avec mes ateliers, mais bon, quand même. Et puis, j'avais tout l'actif, mes nuanciers, mon packaging, etc. Mais si tu veux, je partais pas de rien, et heureusement. Mais c'était quand même à zéro en disant, ok, maintenant, le challenge, c'est que cette boîte me paye, me fasse vivre, et il faut en faire quelque chose de sérieux. Tu vois, c'était plus une petite boîte de conseil que j'avais à côté d'un projet. Voilà, et tu vois, bon, évidemment, j'en ai discuté avec mon mari, il était prêt pour me soutenir pendant 2 ans, et puis c'est lancé, et puis j'ai doublé mon chiffre d'affaires chaque année, et je me suis dit, ça y est, c'est parti, tu vois. Et en fait, le plus grand bonheur, c'est que je sais que je suis dans ma voie, je fais un métier que j'adore, je suis heureuse de me lever tous les matins, et même si j'ai pas encore gagné 1 million d'euros, mais ça va peut-être bientôt arriver, tu vois, je suis tellement heureuse et tellement nourrie de ce métier, des rencontres que je fais et de la motivation que j'ai, de mon équipe qui est juste géniale. Et donc voilà, et en fait, je suis hyper contente là d'avoir persévéré dans cette voie-là et de ne pas avoir accepté un boulot ailleurs. C'est dingue parfois l'impact d'une parole. Vraiment, à chaque fois, je me dis... C'est pour ça que j'adore les podcasts, et que je me dis, des messages que je peux recevoir, tu vois, ça... Peut-être que des personnes vont écouter cet épisode et qu'en fait, ils vont prendre une décision qui va changer leur vie et qui vont, du coup, prendre la voie qu'ils hésitaient à prendre depuis hyper longtemps. Qu'est-ce qui se serait passé, tu penses, si cette femme t'avait pas dit ça ? Tu sais quoi, je l'ai remerciée, mais pendant des années, cette femme. Ouais. Je lui ai envoyé des mails, merci. C'est fou, quoi. Parce qu'en fait, moi, dans ces moments-là, je peux que croire au destin, tu vois. T'es allé voir elle, comme par hasard, elle t'a dit ça. Alors que ça se trouve, en plus, elle, sa commission, c'était de te placer dans des boîtes. Tu vois, elle a eu... faut tomber sur l'ange gardien qui va privilégier ton épanouissement à son business. C'est vrai. C'est incroyable. Figure-toi que j'ai lu après coup, mais j'en parle de ce bouquin parce que, en fait, je pense que si on lit ce bouquin, on voit les choses un peu différemment. Et on devient réceptif à ce genre de choses. C'est un bouquin qui s'appelle La prophétie des Andes de James Redfield. Je ne sais pas si tu l'as lu. Pas du tout. C'est une grande aventure où un mec part chercher un manuscrit au Pérou. Donc c'est très aventure, mais c'est un livre plein d'apprentissage, je ne sais plus comment il appelle ça, c'est des enseignements. Ouais. Et en fait, ça parle énormément d'énergie. Moi, je suis très sensible à l'énergie, j'adore ces thèmes. Et ça parle du sens de la rencontre. C'est-à-dire qu'en fait, il dit... Déjà, quand il parle d'énergie, il dit qu'il parle des pensées. Parce qu'une pensée, c'est une énergie qui est dans notre tête, dans notre corps. Et en fait, il dit ces pensées, elles sont hyper importantes, elles sont fondamentales, elles sont même un guide pour nous. Et en fait, il faut absolument les écouter. Et c'est vrai que, par exemple, il dit, voilà, quand vous pensez à quelqu'un, c'est pas anodin. L'énergie vous envoie un signe. Appelez cette personne.
elle a peut-être un message pour vous. Quand vous rencontrez quelqu'un, ça peut être de manière totalement fortuite ou une discussion qui va vous toucher, et ben c'était pas par hasard. Il fallait que vous rencontriez cette personne parce qu'elle avait un message à vous dire. Et en fait, quand tu avances comme ça dans ce bouquin, et c'est pour ça que chaque personne a un message à lui dire, il avance, tu vois, dans son périple pour aller découvrir son manuscrit. Le livre est vraiment génial, et si tu veux, moi je me suis dit, ah ouais, en fait, donc les pensées c'est hyper important, et les envies, tu vois, parfois une envie c'est une pensée, tiens j'ai envie de ça, tu penses à quelque chose, mais tu vas pas la prendre au sérieux. Si, il faut prendre au sérieux ces pensées. Et il faut vraiment sacraliser la rencontre, tu vois. On parlait justement des relations authentiques. Quand on a la chance de pouvoir échanger avec les personnes et d'être écouté, c'est vrai que c'est hyper important en fait d'aller vraiment déceler le message. Alors il ne faut pas être complètement obstiné par rapport à ça. Mais tu vois, par exemple, si je vois mon parcours, cette femme avait un message pour moi. Tu vois, mon aventure entrepreneuriale avec mes associés, même si c'était difficile, ça m'a apporté finalement tout un socle qui m'a permis aussi de découvrir mes limites, et mes capacités de travail, mes capacités créatives. Ça a révélé aussi une vocation. Tu vois, la rencontre avec ce premier chocolatier au Salon du Chocolat, pour moi, ça a été la piqûre qui a tout démarré. Enfin, et en fait, même si, je te dis ça parce que ça a déclenché une vocation, même si ma gourmandise était là depuis toujours, parce que, tu sais, j'avais un arrière-grand-père chocolatier, on mange beaucoup de chocolat dans ma famille, mon père est né dans les cuves de chocolat, donc j'avais peut-être, si tu veux, un terrain, un prérequis. Mais... un terrain génétique. Voilà. Oui, en plus, sûrement. Mais quand même, tu vois, entre ça, tu peux être dans une famille de médecins et pas faire médecine, tout ce que je veux dire. Carrément. Donc, mais voilà, donc je trouve que c'est une belle... En tout cas, c'est un beau message, tu vois, te dire, quand je rencontre quelqu'un, il a peut-être un message pour moi. Et être vraiment dans l'écoute, comme tu dis. Et être dans l'écoute, voilà. Ouais. Parce que parfois, on arrive avec des stéréotypes, des préjugés, où on pense que certaines personnes n'ont rien à nous apporter, parce que ceci, parce que cela. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est une grande erreur, quoi. D'anticiper ce qu'une rencontre peut nous apporter avant même de la vivre. Il faut être beaucoup plus disposé à, au final, être dans le moment présent, quoi, et être dans chacun a quelque chose à nous apporter. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément assez compte. Est-ce que de ces 4 ans avant de te consacrer à ta propre boîte, tu as ressorti ce que tu ne voulais plus faire? Tu vois, parce qu'il y a des enseignements positifs, tu as trouvé ta vocation et voilà, tu savais que tu voulais persévérer dans cette voie. Mais est-ce que tu t'es dit, par exemple, plus jamais je bosse en sacrifiant ma vie perso? Est-ce que tu t'es dit, en fait, moi, je me rends compte que... je sais pas, les associés, c'est pas fait pour moi. Enfin, est-ce que tu as aussi appris ce que tu ne souhaitais plus faire? Écoute, c'est une super bonne question parce que oui, évidemment, il y a plein d'apprentissages. Plusieurs choses. Tu les as citées. Hein. Oui, déjà, je voulais dormir et je voulais dormir tranquille. Et en fait, quand tu as des associés, tu gères leur argent, tu dors pas tranquille. Et ça, c'est une première chose que j'ai mal vécue, en fait. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je développe seule ma boîte et peut-être que c'est plus lent que si jamais j'avais des associés et beaucoup d'argent. Mais déjà, j'ai un super équilibre. Et 2, peut-être que je le ferais. J'avais besoin de mûrir par rapport à ça. J'avais besoin de... En tout cas, j'avais pas envie, immédiatement, tu vois, de retomber dans ce stress-là, parce que c'est un vrai stress de faire une levée de fonds, de devoir faire des reportings, oui, tu vois, de gérer l'argent des autres, quoi. De devoir rendre des comptes, en fait. Et rendre des comptes. Donc ça, je me suis dit, pas pour l'instant, ok. Redormir, avoir une vie, oui, puis ça passait, tu vois, ça correspondait aussi à mon avis où je me suis mariée à 30 ans, j'avais envie, tu vois, de profiter de mon mari et éventuellement d'avoir des enfants, donc tu ne peux plus avoir le même rythme qu'avant quand tu veux accueillir une famille et quand tu veux aussi un peu profiter, ça c'est sûr. Et c'est important, tu vois, de se consacrer du temps aux gens que tu aimes, je pense que c'est vraiment important de le faire. Alors, en tout cas, j'avais envie de le faire. Et peut-être que la troisième chose, c'est de me dire, ok, je connais mes faiblesses, je sais ce que j'aime pas faire, là où je suis pas douée, et donc du coup, je vais me consacrer sur ce pourquoi je suis douée et ce que j'aime faire, et je vais déléguer les autres parties. Donc du coup, vraiment, j'ai toujours eu à cœur de m'entourer, et dans ma société, tu vois, j'ai toujours
soit je prends en interne, soit j'ai plein de prestataires en externe qui viennent m'apporter ces compétences. Et donc du coup, je travaille avec vraiment beaucoup de personnes, que ce soit graphisme, vidéo, internet, enfin voilà, toutes les compétences que je ne pourrais pas avoir, même des consultants foot, enfin voilà, Ouais. c'est finance, expert comptable, etc. Donc je délègue vraiment un maximum pour me concentrer sur moi, ce que je sais faire. Parce que tu disais que du coup, tu n'étais pas très fan de tout ce qui était Internet et tout, mais aujourd'hui, tu as quand même aussi une vraie présence sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as délégué ça ou tu t'es formé? Enfin, parce que tu vois, c'est difficile, je trouve, aujourd'hui, de savoir faire la part des choses entre ce qu'on aime faire, mais aussi là où il faut être et ce qui marche et ce qui est dans l'air du temps, on va dire. Ouais. Ben justement, tu vois, les réseaux sociaux, j'ai l'impression de ne pas être assez présente parce que j'aimerais être plus présente sur LinkedIn. Tu vois, je fais quand même du B2B, j'ai l'impression de ne jamais faire un post. Moi aussi. Donc voilà, donc je me dis, bon, il y a quand même des to-do, des choses à faire. Mais en fait, jusqu'à maintenant, j'étais très concentrée sur les carrés victoires. Et je pense aussi un peu sur ma vie de famille, parce que tu vois, j'ai eu 2 enfants là ces dernières années et ça prend quand même du temps. Donc j'ai l'impression que j'ai eu un petit peu, tu vois, par rapport à mes 4 années folles du départ, j'ai l'impression quand même d'avoir bossé 2 fois moins. Mais d'avoir continué à développer ma boîte, d'avoir été entourée, d'avoir eu des personnes qui m'ont aidée. Et là, justement, depuis 1 an, les réseaux sociaux, en fait, mon compte Instagram La Chocologue, si tu veux, c'est un compte où je racontais un peu ce que je dégustais, les rencontres que je faisais. Mais c'était plus comme un blog, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que la formation et les animations prennent vraiment beaucoup plus d'ampleur dans mon activité. J'ai pu recruter quelqu'un pour s'occuper des carrés victoires. Et donc là, cette année, j'ai vraiment envie de plus me former aux réseaux sociaux parce que je t'avoue que je ne suis pas très formée. Donc j'ai été entourée par des personnes qui m'ont conseillée, qui m'ont aidée, mais je ne suis pas du tout une as des réseaux sociaux. Mais voilà, cette année, j'aimerais vraiment m'y pencher parce que j'ai envie de donner plus à ma communauté. Ma communauté, tu vois, elle me suit voilà, depuis 5 ans, 6 ans, parfois un peu moins, mais... ils m'ont vu quand même évoluer, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai envie de leur raconter des choses. J'ai vraiment envie, tu vois, de leur apprendre des choses sur la dégustation de chocolat, comment choisir un chocolat. Enfin, toutes les questions qu'ils me posent en MP, j'ai envie de créer du contenu. J'avais pas le temps avant parce qu'il fallait que je m'occupe des carrés victoires parce que c'est ça qui me faisait vivre, tu vois, qui me fait vivre. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose à développer sur justement mes formations que je donne, que j'avais mis un peu en stand-by parce que pareil, c'est du temps, c'est le soir et tout, et il fallait que je coupe un peu, enfin que je fasse des priorités, que je fasse des choix, pardon. Et voilà, donc cette année, je vais vraiment reprendre ça. Donc d'ailleurs, si tu as des conseils, parce que c'est plutôt toi la pro, je suis preneuse. Non, mais c'est vrai que en fait, le monde va tellement vite. C'est fou quoi de se dire que ton métier a tellement changé. C'est vrai qu'avant la vitrine c'était plutôt, mais ça reste encore, tu vois, le bouche à oreille. Mais c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux en fait tu peux toucher encore plus de monde et bon dans la food il y a vraiment quelque chose à faire parce que c'est ça qui est beau au final avec des domaines où tu sais que c'est pas comme je sais pas pourquoi j'ai le Bitcoin qui me vient en tête. Ça se trouve le Bitcoin a un merveilleux avenir devant lui mais on continuera tous à manger, tu vois. Donc la food, ça reste un secteur où il y aura toujours des débouchés parce qu'on va toujours continuer à manger et qu'il y a tellement de choses à faire dans le contenu réseaux sociaux parce que toi qui aimes les sens, tu peux te donner envie avec une vidéo, tu peux avoir la bouche qui salive alors que t'as même pas mangé. Mais c'est exactement ça. Et en fait, tu vois, le Covid m'a aidée par rapport à ça parce que si tu veux, moi, j'étais pas très à l'aise, je savais pas trop comment transmettre les choses par Internet, tu vois. Donc, je savais pas trop quoi raconter sur Instagram, me prendre en vidéo. J'avais pas d'idée, enfin, même si j'en ai, je savais pas comment faire. Et en fait, quand la Covid est arrivée en mars, tout mon événementiel s'est coupé, il s'est rien passé, tu vois, pendant 6 mois. C'est dur, ça. Et en fait, en septembre dernier, il y a 1 an, les entreprises m'ont dit « Attends, ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu, 9 mois, il faut qu'on fasse un événement chocolat. » Et là, si tu veux, ça a explosé mes animations en webinar, tu vois, à distance. Et moi, j'étais un peu réfractaire au début. J'ai dit, vous êtes sûr, vous voulez faire à distance? Mais bon, comment on va faire? Pas manger, quoi. Ouais. Et en fait, on a créé un système de box qu'on a envoyé. Et on envoyait ça aux équipes qui étaient chez elles, hein, finalement. Donc, c'était envoyé à domicile. Et comme ça, les entreprises pouvaient réunir leurs équipes. Et on se donnait rendez-vous. Et j'ai animé comme ça à distance. J'en avais 2 par jour. Ça a cartonné. Et en fait, du coup, j'ai appris comment transmettre via l'ordinateur voilà, la dégustation et tout. Je me suis dit, bah ouais, en fait, on peut faire des choses à distance. Et d'ailleurs, je pourrais utiliser cette méthode peut-être pour l'Instagram, pour faire aussi des ateliers avec la communauté ou plus parler du chocolat et de la dégustation. Ouais. Mais avant, tu vois, j'osais pas trop. Et là, j'ai énormément appris cette année avec finalement le contexte.
Et je me suis dit, en fait, il y a plein de choses à faire, tu as raison, il y a plein de choses à raconter, plein de contenu à créer. J'ai de plus en plus envie de le faire. Tu vois, j'ai appris un métier, encore une fois, ces derniers mois. Ça m'a révélé des envies, des nouveaux projets et je suis hyper motivée là. Trop cool. Bon, on va arriver aux petites questions de la fin. Il y a des petites questions que j'aime bien poser plus sur ta vie perso ou en tout cas sur ce que t'aimes toi. Déjà, est-ce qu'il y a une ressource, que ce soit un livre, un film, tu nous en as cité un d'ailleurs, qui t'a marqué et que t'aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent? Alors, j'aimerais te parler d'un livre qui m'a beaucoup touchée. Ça s'appelle La Fabrique des miracles de James Doty, tu connais? Alors ça me dit totalement quelque chose, mais je ne l'ai pas lu. Ouais, il faut absolument que tu le lises. C'est un livre en fait qui parle d'une certaine forme de magie, qui est la magie de réaliser ses rêves. Et en fait, c'est une biographie d'un chirurgien américain qui vient d'un milieu très défavorisé, dans une famille très compliquée. Et en fait, il a fait une rencontre avec une femme dans une boutique de magie, parce qu'il adorait la magie, qui lui dit « Est-ce que tu veux apprendre une autre forme de magie ?» Et le petit garçon a eu peur en disant « Mais c'est qui cette folle ?» Et la magie, en fait, de faire ce que tu veux de ta vie, de réaliser tes rêves. Et en fait, ce livre raconte... Donc c'est une histoire vraie, hein. Et donc ce petit garçon de 10 ans vient le lendemain dans l'arrière-boutique, fait confiance à cette femme, comme je te disais, la rencontre, le message, etc. Fait confiance à cette femme et cette femme lui apprend donc cette magie qui est en fait la relaxation, la méditation où tu réfléchis et tu visualises tes objectifs et il faut que tes objectifs soient très précis. C'est un peu comme le livre, tu sais, de Napoléon Hill, Réfléchissez, devenir riche. Oui. Donc là, tu visualises tes objectifs et puis, en fait, tu te rends compte que le fait de visualiser, de répéter, de te détendre, en fait, tu mets en place des mécanismes qui font que dans ta vie, tu vas développer de la persévérance au moment où il faut décrocher quelque chose, tu vas faire les bonnes rencontres, etc., etc. Et il est devenu riche parce qu'il voulait de l'argent, enfin, il voulait devenir riche, si tu veux, il venait d'une famille très pauvre et il est devenu chirurgien. Et en fait, ce livre est hyper intéressant parce qu'il y a une notion qu'il a oubliée quand il est devenu riche, c'était les autres. Et cette femme lui a dit, n'oublie jamais, tes objectifs, tu peux toujours les atteindre, mais il ne faut jamais oublier l'autre. Et en fait, il était devenu riche, il avait toutes les voitures qu'il voulait, il investissait en bourse, etc. Et à un moment donné, il y a eu un crash, il a perdu beaucoup de choses, il a été ébranlé, il dit, il y a un truc que j'ai oublié dans la formule magique, c'est quoi? C'est les autres. Et en fait, il a totalement changé sa façon de faire ses rendez-vous médicaux. Au lieu de faire des chirurgies et de gagner beaucoup d'argent, maintenant, il écoute les gens, il les regarde, et le fait simplement de poser des questions, de les écouter, enfin, il raconte très bien ça dans son bouquin, en fait, c'est comme une première forme de guérison. Et en fait, ce bouquin, vraiment, je le trouve génial pour toutes les personnes qui veulent entreprendre, parce que ça permet de donner plein d'outils pour se faire confiance et pour vraiment mentaliser ses objectifs. Voilà, donc ça, c'est un livre qui m'a vraiment marqué et que je recommande. Et après, dans les podcasts que je commence à écouter un peu comme tout le monde depuis... Depuis un an ou deux. Un an ou deux. Bon, il y a Bande de Food que j'adore parce que ça parle de bouffe et que voilà, il y a plein d'acteurs que j'adore écouter là-dessus. C'est Xavier Chalbaum qui l'anime. Il y a aussi Ose d'Alexandre Mars. Ouais, que je vais avoir sur le podcast. Ah, petite génial. exclusivité. Bah, super. Voilà, qui est un type génial et j'adore ses podcasts. Et puis, il y a aussi Oui, change ma vie de Clotilde Dussolier. Je sais que tu l'as reçue, qui est une amie. Parce que voilà, moi, tu vois, je suis une personne très sensorielle, moi aussi très émotive. Et en fait, voilà, je trouve que c'est génial, tu vois, ce qu'elle raconte. Moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup. Ouais. Donc, super. Bah, plein de ressources de différents supports, différentes plateformes. Donc, c'est génial. Il y a une question que j'aime bien poser aussi, c'est quel est le pire conseil que l'on t'ait donné ? Le pire conseil ? Ouais, que t'es content de ne pas avoir suivi ou que t'as suivi et qu'en fait, tu te dis avec le recul... non, ça m'a pas servi, ça m'a pas aidé en tout cas. T'as le droit de réfléchir. Hein. Ouais. Je crois que les gens ont été gentils, m'ont donné des bons conseils. Ou sinon, tu sais quoi, je les ai pas écoutés. Ah ouais, t'as fait un tri. Ouais, en fait, j'ai beaucoup d'intuition. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est pas mal à développer, l'intuition.
Comment tu la développes, tiens, alors? L'intuition, en fait, c'est quelque chose qui fait vibrer ton corps. Et en fait, il faut vraiment faire confiance à son corps, en son corps. Parfois, tu sens ou tu sens pas. Tu vois, c'est un truc un peu inexplicable. Et moi, je suis persuadée que les sens guident notre vie. Et c'est vraiment important de suivre, d'être réceptif et de suivre son intuition. Intuition, tu vois, par exemple, quand j'ai une amie qui me dit, ou même moi, je vais parler de moi, je vais pas parler des autres, quand j'ai un doute, j'ai un doute. En fait, il est pas là pour rien. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Moi, mon mantra, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais, c'est exactement ça, tu vois. Ouais. Et voilà, donc... écouter son intuition, c'est non pas le pire conseil, mais le meilleur conseil peut-être qu'on peut donner, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Écoute, j'ai 2 dernières questions pour toi. S'il y avait quelqu'un que tu pouvais entendre au micro d'InPower, qui est-ce que tu aimerais entendre? Alors, je pense à une femme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Anne-Cécile Sarfati. Tu as dû la connaître parce qu'elle a passé beaucoup d'années dans le magazine Elle. Enfin, dans le magazine, la pauvre, elle n'était pas dans le magazine. Elle travaillait pour le magazine, elle était derrière. Et en fait, elle a monté sa boîte de conseil, elle est conférencière et elle fait intervenir des gens formidables. Et en fait, elle a énormément écrit de bouquins, et notamment sur la place de la femme dans la société. Et je te l'ai apporté parce que je voulais te faire un petit cadeau. Et je voulais te faire découvrir justement... parce que je me suis dit que ça allait t'amuser, ça allait te donner plein d'idées là pour tes petites vidéos, parce qu'à chaque fois tu relèves des sujets tellement vrais. Et tu vois, quand je l'ai vu, je me suis dit que ça serait un petit clin d'œil, j'ai pensé à toi. Génial, du coup je pourrais vous dire, la MIF, si je recommande le livre, mais le thème déjà me parle beaucoup. Du coup je vais te poser la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie? Alors pour moi, ça veut dire... prendre le temps de se connaître, de découvrir les différentes facettes de sa personnalité. Et pour ça, il faut être confronté justement à des rencontres, faire des voyages, sortir de ses zones de confort, oser. Et puis, découvrir ses talents. Je t'en parlais tout à l'heure, pour moi, c'est très important parce que je suis persuadée que chacun de nous a des talents à développer. C'est aussi une parabole de la Bible, mais j'en suis persuadée la vie me fascine parce que je remarque à quel point les gens sont talentueux. Et parfois ils le savent pas ou parfois ils osent pas, tu vois. Mais on a chacun de nous des talents et c'est vraiment important de les développer et de se fixer des objectifs pour les développer. Parce qu'ils ne se développent pas tout seuls parce qu'on a envie. Donc il faut mettre en place des actions de façon consciente, des actions efficaces qui vont réaliser ces objectifs et qui vont nous rendre heureux, qui vont faire de nous des gens bien. Et on parle aussi de bonnes versions de nous-mêmes ou meilleures versions de nous-mêmes. Et c'est ça, en fait. Je pense que prendre le pouvoir de sa vie, c'est vraiment mener des actions pour réaliser ses rêves. La fabrique des miracles, un peu. Fabriquer ses rêves. Ça fera un très bon titre d'épisode. Super. Merci beaucoup, Victoire. J'ai beaucoup aimé notre conversation. N'hésitez pas d'ailleurs à nous taguer dans les stories que vous partagez en train d'écouter le podcast. J'adore les voir. Et on mettra tes réseaux dans la barre de description. Si jamais tu peux les rappeler, comme ça, les personnes qui nous écoutent peuvent aller te suivre et suivre les actualités des Carré Victoire. Écoute, merci Louise. Vous pouvez venir me suivre sur la Chocologue, sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, Victoire Finaz. Et les Carré Victoire, donc on a un site de vente en ligne pour livrer des chocolats à sa grand-mère. Ou à soi-même. Soi-même. Et pour les avoir goûtés, ils sont délicieux. Je sais que c'est... D'ailleurs, je les ai pas mis. Normalement, quand des invités viennent, je les ai dans mon non-placard, vu que Victoire a pu voir à quel point mon appartement, pour l'instant, ne ressemble à rien. Mais là-bas, j'ai en fait la boîte d'électricité où je prends ça comme un placard. Et il y a tes petits chocolats qui sont dessus écoute, ça que je fais partager. Voilà, je recommande. Merci encore, Victoire, et à très vite. À très vite, bye bye.